Je vais mourir avant là. Salut à tous, je vous retrouve de nouveau pour continuer la lecture. J'ai grandement hâte, je trouve que ça commence à devenir vraiment intéressant maintenant que là on commence à être au milieu du livre et que ça commence à se développer. Et comme d'habitude, je lis en même temps que vous. Mais j'espère vraiment qu'ils vont commencer à sortir du manoir, à explorer un petit peu tout ça. En même temps, j'ai un peu peur pour eux pour savoir ce qui va leur arriver. Mais j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Voilà. Bon bah go alors. Oui, donc on avait fini sur le moment où on sait pourquoi est-ce que Henri, du coup, qu'il a été enlevé et que c'est le premier qui est mort ici. Je me rappelle pas qu'il ait fait un jour si froid, dit Eleanor. Elle a le nez pressé contre la fenêtre de la salle de jeu. À l'extérieur, la pluie tombe en un lourd rideau épais, évoquant davantage des pics de glace qui tambourinent le sol que de l'eau. Aujourd'hui, c'est jour de lessive, et nous avons consciencieusement changé nos draps. Celui du dessus est devenu celui du dessous, et ce dernier a été placé dans le sac à linge sale, ainsi que les thés d'oreiller, et à présent l'après-midi s'étire comme une vaste plaine devant nous. Will est assis dans un vieux fauteuil près du radiateur, concentré sur son livre, tandis que Louis apprend à Clara comment jouer aux échecs. Je m'ennuie déjà. Dès que je me suis assis en face d'elle, comme c'est présentement le cas, elle m'obsède. Je suis vraiment pathétique. Et vous insiste Eleanor. Elle regarde autour d'elle et nous secouons tous la tête. Le temps est définitivement curieux, mais je ne me suis jamais sentie aussi à l'ouest, si tant est que je sais ce qu'est la normalité. Putain, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dater, s'exclame Tom. Il est en train d'inspecter les disques, essayant d'en trouver un qu'il connaît pour le passé. J'ai envie de lui dire que quelques-uns sont bons, mais je n'en fais rien. Danser ici dans le noir, c'est un secret. Au départ, c'était celui de Clara, et maintenant nous le partageons, elle et moi. Nous avons dansé ensemble la nuit dernière, et je me suis même pas senti con quand elle m'a demandé de fermer les yeux et de me laisser aller. Sans doute en avais-je l'air, mais je ne me voyais pas comme telle. De toute façon, qui s'en soucie? Ce qu'on éprouve a bien plus d'importance que l'image qu'on renvoie. C'est ce que prétend Clara. Mais il faut reconnaître qu'elle est vraiment belle. T'attendais à quoi, dis-je à Tom. Tu avais déjà vu un tourne-disque avant de venir ici. C'est ton tour, Toby, m'annonce Louis, et je me rends compte que je n'ai même pas vu Clara avancer son pion. La porte s'ouvre soudain, et Jack entre d'un pas assuré dans la pièce, flanqué d'Alby et de Daniel. Sans en avoir l'air, il cherche Clara des yeux. Inutile de se demander où se trouve Joe, car sa loyauté est acquise à Ashley et à la chapelle maintenant. Chaque jour, de plus en plus d'enfants passent leur temps là-haut, mais nous n'interrogeons jamais Ashley à ce sujet. Pourquoi lui donner l'occasion de jouer les importants? Alors qu'avant nous étions divisés en dortoirs, plus ça va et plus la ligne de partage s'établit désormais entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Cela révolte carrément Tom, mais pour ma part, j'essaie de laisser la faire glisser sur moi sans qu'elle m'atteigne. Les jours ne comptent plus vraiment, même si j'ai cessé de dormir l'après-midi. Je trouve de quoi m'occuper plus facilement à présent. Le temps semble passer plus vite. Je me rappelle l'époque où je tentais de le ralentir en m'ennuyant autant que possible. Aujourd'hui, tout est bouleversé. Vous voulez vraiment faire quelque chose lance Jack. Traîner dans la salle de musique, par exemple. En réalité, cette demande s'adresse uniquement à Clara. Il se fiche pas mal du reste d'entre nous. Il n'y a pas assez de place pour nous tous là-bas, répond-elle à voix basse sans le regarder. On pourrait jouer à cache-cache propose Eleanor pleine d'espoir. Daniel ricane, comme si c'était la suggestion la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Son visage rond ressemble à une misérable lune. Il n'y a pas pire brute qu'une personne qui aspire à l'être. Je suis partant, dis-je, même si je suis nulle à ce jeu. Et toi, Will? Ok. Et il repose son livre. Eleanor tape dans ses mains, tout excitée. Alors jouons. Vous vous cachez tous, et moi je compte jusqu'à 100. Mais tu comptes lentement alors, la prévient Clara en se levant. Et pas de triche. Ouais, pas de triche, répète Jack. Ça me fait vraiment rire de le voir approuver la moindre parole ou initiative de Clara. Une telle attitude lui ressemble si peu. Daniel en est sans doute un peu perdu. Il ne doit plus savoir quand il doit ricaner ou sourire. Eh mec, c'est un jeu de gamin, intervient Alby. T'as une meilleure idée, rétorque Jack. Alby disparaît sous sa capuche et secoue la tête. C'est histoire de parler, dit-il. J'imagine que ça vaut la peine d'essayer, ajoute Daniel. Il renifle et enfonce les mains dans les poches de son jean, ce qui fait ressortir son ventre encore plus que d'habitude. Daniel a beau ne pas être destiné à devenir vieux, il porte déjà en lui l'ombre de l'homme qu'il serait devenu. Personne n'est obligé de jouer, déclare Tom. Puis il regarde fixement le gros garçon, ses yeux noirs remplis de dédain, comme si Daniel était un cafard qu'il s'apprêtait à écraser. Tom est comme moi, il prend garde à ne pas provoquer Jack, mais il ne laissera jamais un petit morveux comme Daniel imposer sa loi. J'ai dit que je jouerais, dit ce dernier d'une voix plus géniarde, qu'on s'attend que ni Jack ni Alby ne lui apportent leur soutien. Je me demande si on le roudoyait avant à l'école. Peut-être que oui. Les souffres-douleurs peuvent se transformer en bourreaux en un rien de temps. 1, 2... Nous laissons Eleanor face au mur, en train de compter, et nous nous précipitons dans le couloir. Lorsque personne ne nous regarde, Clara me saisit la main, la presse doucement, et cette étreinte remonte directement le long de mon bras jusqu'à mon cœur. Je lui décoche un clin d'œil, et je la vois s'empourprer. De toute évidence, je lui plais autant qu'elle me plaît.
De toutes les bizarreries de cette maison, celle-ci est la plus étonnante. C'est un rayon de soleil héroïque mais fichtrement étrange. J'ai toujours peur qu'elle finisse par se réveiller et changer d'avis. Mais non. Nous nous séparons au bas de l'escalier et Jack prend la même direction que Clara, visiblement désireux de partager sa cachette et de passer du temps en tête-à-tête avec elle. Daniel se dirige vers les douches, aucun d'entre nous ne s'aventure dans le corridor qui mène à la chapelle. Je les entends chanter à l'étage au-dessus. Ashley leur apprend des foutus cantiques. Je ne me rappelle plus quand j'en ai entendu pour la dernière fois. Peut-être à une cérémonie de mariage à laquelle mes parents m'avaient emmené. J'essaie de faire abstraction de la musique, mais elle me reste dans la tête. Le problème du manoir, c'est qu'il est si grand qu'il y a presque trop d'endroits pour se cacher. Mais en même temps, pas tant de recoins que ça. Aucune pièce n'est en désordre, tout est organisé de façon fonctionnelle. Je me glisse finalement sous un lit dans un dortoir vide. Je parie que tout le monde a eu le même réflexe que moi. Le parquet sent le bois ciré, une odeur riche et piquante. J'attends et mes oreilles commencent à bourdonner dans le silence. Ce n'est pas très confortable ici, et j'espère qu'Eleanor va vite me trouver. Je lève les yeux vers le sommier métallique de sorte à ne pas voir les pieds du lit et à ne pas entendre leur grincement dans ma tête. Décidément, je suis trop vieux pour jouer à cache-cache. Si au moins c'était moi qui cherchais les autres, je me retourne sous le lit en quête d'une position plus confortable pour que rien ne me rentre dans la hanche ou l'épaule. J'aurais mieux fait de me cacher derrière un rideau, tiens. Clara, Will, venez vite! Cela fait 10 bonnes minutes que je suis cachée quand les cris d'Eleanor me parviennent. Elle est manifestement tout près. J'ai trouvé quelque chose, annonce-t-elle. Au début, je ne bouge pas. Et tout à coup, je comprends avec effroi ce qui l'excite tant. Je m'extrais aussi vite que possible de dessous le lit et je descends à toute allure la poignée de marche pour la rejoindre sans même avoir à me laisser guider par ses cris. Pourquoi a-t-il fallu que j'accepte que nous jouions en cache-cache ton un chien? Où avais-je la tête? Quand je me précipite à l'intérieur de la pièce, tout essoufflé, je constate qu'elle a ouvert le placard et est agenouillée. La boîte repose sur son giron. Ah merde, elle a retrouvé l'oiseau, non? Clara s'y trouve déjà, ainsi que Jack. Il se peut que de leur cachette, les autres n'aient pas entendu les cris d'Eleanor. Je regarde Clara. Elle ressent clairement le même effroi que moi. Il était juste là dans la boîte. Le visage d'Eleanor rayonne d'excitation. Elle se penche à l'intérieur du placard pour en inspecter le bois. C'est comme le placard dans Narnia, dit-elle. C'est magique. Arrête tes foutaises, tranche Jack d'un ton bourru. Quelqu'un l'a mis dans cette boîte, sors de là. Il s'empare alors de la boîte. À le voir avec Georgie, j'en ai la nausée. Il lève les yeux vers Eleanor. Continue à chercher les autres et arrête de hurler, ordonne-t-il. Elle a visiblement envie de répliquer, mais comme Clara et moi nous nous taisons, elle finit par obtempérer. Nous restons silencieux jusque la porte se referme derrière elle. Jack contemple alors Georgie pendant quelques secondes puis se remet à lui caresser la tête. Il a des gestes très doux et son attitude me surprend. L'air est chargé d'électricité, la tension est à son comble entre nous. Son aile pue, dit-il enfin. Il s'apprête à le retirer de la boîte. Il a raison. Georgie dégage une forte odeur. Il faut se rendre à l'évidence, son état s'est détérioré, et même si nous nous efforçons de nettoyer régulièrement son aile, le pus ne cesse de s'écouler de la plaie qui ne guérit pas. « Il est à moi !» déclare promptement Clara. « Ne lui fais pas de mal. Je l'ai trouvé dans le jardin, je voulais le guérir. » « Quand est-ce que tu l'as trouvé ?» demande Jack sans la regarder. Je n'arrive pas à déchiffrer son expression alors qu'il pose l'oiseau sur ses genoux et déploie avec précaution l'aile abîmée. Je vois tout de suite où les plumes sont emmêlées. Georgie laisse échapper un très faible pépiment, que nous entendons à cause du terrible silence qui nous entoure, sans quoi elle serait passée inaperçue. Il y a quelque temps, dit-elle, en s'agenouillant près de Jack, tandis que je reste debout à les contempler comme un pauvre imbécile. Ne lui fais pas de mal. Jack lève les yeux vers elle, l'air vaguement écœuré. Pourquoi je lui ferais du mal? Clara ne répond pas, se contentant de hausser les épaules incertaines. Nous sommes sur la corde raide, je le sens. Pire que ça, nous allons en glisser, mais je n'arrive pas à réagir pour éviter l'accident. Il est en train de mourir, déclare Jack. Il pue à cause de tout le poison qu'il a en lui. Son aile est en train de pourrir. T'aurais dû le laisser là où tu l'as trouvé, ça aurait été plus rapide. T'es vétérinaire maintenant? Les mots sont sortis de ma bouche sans que j'aie le temps de réfléchir. Georgie est à nous, à Clara et à moi, et nous allons le guérir puis le remettre en liberté. Les yeux de celle-ci brillent de larmes et je sens que mon visage est brûlant. Mon oncle s'y connaissait bien dans le domaine animal. C'était un chasseur, déclare Jack sans lever les yeux vers moi, comme si je ne comptais pas. Donc il est à toi, Clara, et tu l'as caché ici? Elle s'efforce de lui sourire. Oui, je voulais un petit être qui serait uniquement à moi. Il hoche la tête avec lenteur, l'air concentré, comme s'il était en train de calculer quelque chose. Il est dans le contrôle total. Je ne l'ai jamais vu aussi calme. Donc c'est ton secret, reprend-il à mi-voix. Dans ces conditions, comment expliques-tu la présence de ce pull? Clara ouvre la bouche sans qu'aucun propos intelligible n'en sorte. Je vois alors mon pull en capuche, tout froissé, dans la boîte de Georgie recouvert de fientes et de plumes. Et voilà, c'est fait. Nous venons de tomber de la corde et de nous écraser au sol.
Le visage de Jack m'incite à craindre le pire. Il a l'air gêné, humilié. Je me rappelle toutes les fois où il a tenté de frimer pour attirer l'attention de Clara, toutes les fois où elle a ri à ses blagues idiotes, alors que dans le même temps elle partageait un secret avec moi, en l'occurrence Georgie. Il ne sait rien des nuits que nous passons ensemble. Non, il ne sait rien du tout et pourtant il en connaît assez. C'est la souffrance que je perçois dans ses yeux qui m'est insupportable. Clara lui plaît, elle lui plaît vraiment. C'est juste que... J'ai compris, c'est bon, m'interrompt-il d'un ton cinglant. Il caresse toujours Georgie très gentiment et celui-ci frotte la tête sur sa main, comme s'il était sensible à l'attention qu'il lui porte. Tout semble soudain étrange. Je suis pas stupide, putain, ajoute-t-il. Écoute, Jack, commence Clara, je t'aime bien et... Elle tend la main pour toucher la sienne et j'ai envie de lui hurler d'arrêter. Elle ne fait qu'aggraver notre cas. Il bout de rage, c'est évident. Il a l'impression qu'on s'est fichu de lui et ce n'est pas en cherchant à l'apitoyer qu'on va arranger la situation. J'aimerais que le sol s'ouvre sous mes pieds et m'engloutisse. Je voudrais être dans la grotte, près de la mer. Je souhaiterais être n'importe où, mais sauf ici. La ferme, dit-il d'un ton las qui m'inquiète encore bien plus que s'il avait crié. Et maintenant sortez, tous les deux. Je veux plus vous voir. Qu'est-ce que tu vas faire, Jack, dis-je en sentant les yeux me piquer. Je suis conscient que j'ai l'air d'un enfant génial, un enfant plus jeune que Will encore. Je n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. Ne fais rien, Georgie, je préfère que tu me frappes moi. Il se retourne alors vers moi, l'air féroce. Tu crois vraiment que je vais me venger sur ce foutu oiseau? Tu me prends pour qui, putain? Et toi, tu te prends pour qui? Merde, tu me connais même pas. Il continue à tenir gentiment Georgie, tout en me lançant au visage des mots semblables à des tessons de verre. Je vais faire ce que tu n'as pas eu le courage de faire, poursuit-il. Je vais abréger ses souffrances. Maintenant, dehors, bordel! Jack tremble. Il est à la fois en colère, bouleversé, honteux, ce qui s'exprime par une immense rage. Clara s'est mise à pleurer et penchée en avant, elle caresse la tête de Georgie. La pauvre bête ne le regarde même pas. Jack a raison. Bien sûr, nous nous sommes bercés d'illusions. Jamais il n'aurait pu guérir. Bien, dis-je à Clara dans un murmure, et je lui prends la main pour l'aider à se relever. Jack ne nous regarde pas. J'ai la tête qui tourne et les oreilles qui bourdonnent. J'éprouve des difficultés à respirer. Nous sortons sans nous retourner, mais une fois à l'extérieur, Clara s'effondre contre moi en sanglots. Je reste silencieux. Je me concentre de la serrer très fort dans mes bras. Nous restons agrippés l'un à l'autre comme si nous n'avions nulle part où aller. Et c'est d'ailleurs peut-être le cas. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé lorsque Jack sort de la pièce. Sans doute 1 ou 2 minutes. Mais j'ai l'impression que c'est une éternité. J'ai en mémoire les battements du cœur de Georgie sous mes doigts. Je me rappelle aussi que Clara avait insisté pour qu'on le libère. Quand je prends la boîte que me tend Jack, je vois que Georgie n'est plus. À sa place, j'ai une chose morte, immobile et silencieuse, dotée d'une tête curieusement positionnée. « Enterre-le si tu veux, dit Jack, puis il descend les marches de l'escalier. Je le regarde s'éloigner. Clara pleure toujours pour Georgie, mais soudain je ressens une vive inquiétude. Jack n'a pas terminé avec nous, loin de là. « Alors, on joue encore, oui ou non ?» s'exclame Will, qui se trouve sur le palier où nous arrivons. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jack est passé comme un fou devant nous ?» Il aperçoit alors le visage rougi de Clara et prend un air étonné. « Pourquoi elle pleure ?»« La ferme, Will, dis-je entre mes dents en passant devant lui, pas maintenant. » De toute façon, Éléonore lui racontera, et au moment de la collation, tout le monde sera au courant. La pluie ressemble à de la glace. Il n'y a pas de vent et elle tombe sur nous par paquets tandis que nous creusons un trou dans la terre humide de nos mains nues. Les cheveux de Clara lui collent au visage, cependant nous nous enlevons la terre en enfonçant nos ongles dans la boue. Le froid mordant nous fait tous deux trembler, mais en réalité je ne le sens pas. C'est comme s'il ne m'atteignait pas à l'intérieur. Je sors Georgie de sa boîte et le dépose doucement sur le sol. Il est toujours enveloppé dans mon sweatshirt. C'est stupide, mais je n'ai pas envie qu'il ait froid. Une fois enterré, même si la chaleur a déjà déserté son petit corps, il a mangé les vers et maintenant ce sont eux qui vont l'engloutir. Cette pensée surgit de nulle part me vaut un léger frissonnement. Au revoir, Georgie, dit Clara. Je suis désolée que tu n'aies pas pu reprendre ton envol. Nous le recouvrons tout doucement de terre comme s'il pouvait sentir quoi que ce soit, et nous regardons ensuite fixement la petite parcelle de terrain qui représente désormais sa tombe. Soudain, je pense à Ellory, à Henri et à tous les autres, seuls et frigorifiés dans la glaise, à moins qu'ils n'aient été brûlés. Puis je me rappelle qu'ils ne sont plus rien à présent. La boule qui loge dans mon estomac se contracte violemment, ce qui m'était pas arrivé depuis le premier baiser de Clara. Nourris bien la terre, petite amie, dit cette dernière, et rejoins ensuite la lumière du soleil. Je la regarde. Ses lèvres sont pâles à cause du froid, et ses taches de rousseur ressortent sur sa peau blanche. Elle vient de prononcer des mots très beaux, réconfortants. Un canot de sauvetage dans un océan d'effroi. Mon cœur se serre. Je sais à présent que je l'aime. Je le sens tout au fond de mon être. Nous n'avons pas le temps de nous changer avant la cloche. Aussi venons-nous prendre nos collations, tout mouillés et maculés de boue, nous démarquant ainsi des autres. L'infirmière n'émet aucun commentaire, nous ne sommes plus dans le monde d'avant.
Quel serait l'intérêt de nous enjoindre d'aller nous sécher ou nous réchauffer? Pourquoi s'inquiéter si un déficient attrape la grippe? Même s'il est évident, à en juger par les regards des autres rivés à nous, que l'histoire de l'oiseau est connue de tous. Je ne jette pas un seul coup d'œil à Clara tandis que nous regagnons nos tables respectives. Je n'affiche pas davantage d'intérêt pour la table de Jack, même si j'entends des ricanements quand je passe devant. Je regarde droit devant moi. Alors, intervient tout de suite Will, désireux de comprendre. Où vous avez découvert cet oiseau? C'est Clara qui l'a trouvé. Puis je m'efforce de manger une bouchée. Au moins la nourriture est chaude et ça me fait du bien, même si je n'ai pas faim. Et on a parlé l'autre jour, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Quand? Insiste Louis, lui aussi curieux. Je sais plus exactement, peut-être un après-midi quand je dormais. Ça me semble un bon mensonge. Louis et Will savent qu'il ne faut pas me réveiller quand je fais la sieste. Ils hochent la tête, mais je n'ai pas l'impression qu'ils me croient. En tout cas pas Louis, c'est évident, il est bien trop intelligent. Son cerveau ressemble à un ordinateur. Pourquoi toi, reprend Tom? Il a l'air renfrogné, la tête plongée dans son assiette. Quand il relève le visage pour me considérer, l'aversion que je lui aspire me saute aux yeux. J'imagine qu'il avait renoncé à Clara pendant qu'elle était promise à Jack. Or, j'ai déjoué tous ses calculs et il en conçoit une vive déception. C'est bizarre, insiste-t-il. Tu ne lui parles jamais? Si, ça arrive parfois. Je hausse les épaules, essayant de garder un air décontracté. Je devais être là au moment où elle avait envie d'en parler. Je crois qu'elle t'aime bien, déclare soudain Will, un sourire malicieux aux lèvres, et j'ai l'impression que c'est réciproque. Sinon, pourquoi t'aurais rien dit? Je lui lance un regard noir par-dessus ma fourchette et son sourire s'élargit. Il s'agite sur son siège. Vous vous êtes fait des bisous? Demande-t-il. C'est ta copine? Tom me scrute, partagé de toute évidence entre son envie d'en savoir plus et celle de ne vouloir entendre parler de rien. Va te faire voir, dis-je. Tu veux peut-être rien entendre, mais Jack devient cinglé, intervient Louis. Il a viré l'escouade de Dieu de sa table. Je regarde le groupe du dortoir 4. Non, du dortoir 7. Il a raison. Il y a juste Jack, Albie et Daniel à la table, en train de discuter et de rire. Ce dernier nous lance de temps en temps des coups d'œil narquois. À moi en particulier. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Toby demande-t-il encore. Tout s'est bien passé pourtant ces derniers jours. On a traîné ensemble et on s'est bien entendu, non? Je vois bien que Louis est nerveux et je le comprends. Jack ne supportera pas d'avoir manifesté des signes de faiblesse. Il doit protéger sa réputation, c'est son seul bien. Attendons, on verra bien, dis-je à voix basse. Je suis mal à l'aise pour eux. Je ne souhaite pas qu'ils récoltent des ennuis ou qu'ils soient terrorisés. Mais je suis également embarrassée parce que tout le monde est au courant. Or, je ne veux pas que cela change quoi que ce soit et surtout pas ce qu'il existe entre Clara et moi. On devrait inviter Clara et Eleanor à s'asseoir dorénavant à notre table, déclare Will d'un ton neutre. C'est idiot qu'elle soit à une autre table si c'est ta copine. De toute façon, elle est cool. Hein, Louis? Celui-ci hoche la tête. J'avoue, pour une fille, elle est cool. Ça va pas plaire à Jack, prévient Tom. Il est déjà énervé, ça changera rien, argue Will. Parfois, j'ai l'impression qu'il est plus intelligent qu'il en a l'air. Nous revoilà de nouveau dans un passage en italique. On va encore repartir du coup dans le passé. Ils prenaient leur déjeuner sur le flanc de la colline qui menait au cours de tennis, assis en tailleur. Normalement, ils auraient dû manger au réfectoire, mais à cause de la vague de chaleur qui sévissait, c'était une véritable étuve à l'intérieur. D'ailleurs, les sandwichs de Toby étaient déjà tout mous, donc il eut particulièrement faim. Jonesy avait acheté des chips à la pause et il s'en était goinfré. Il ouvrit un coca, vida une bonne partie de la canette, puis émit un rot sonore. Jonesy éclata de rire. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas entrer dans les petits papiers de Julie. Oh, la ferme, dit Toby en souriant. Alors, à quelle heure elle commence cette fête? Je sais pas, vers 20h, je crois. Il baissa les yeux vers sa canette et le liquide qui y pétillait. Il n'avait pas encore avoué à Jonesy qu'il ne pouvait pas l'accompagner. Non qu'il n'ait pas envie de s'accompagner, mais Julie ne l'ayant pas invité à titre personnel, il estimait délicat de l'emmener de sa propre initiative. En réalité, Toby utilisait cet argument pour tenter d'avoir meilleure conscience, mais tout au fond de lui, il craignait de ne pas se fondre dans le décor si Jonesy venait avec lui, ni de pouvoir se retrouver en tête-à-tête avec Julie. À eux deux, ils seraient immédiatement identifiés comme deux pauvres cons de seconde, alors que tout seul, il avait au moins la possibilité de se réinventer. Et évidemment, ses calculs n'étaient pas très glorieux. Ça va vraiment être cool, toi tu auras Julie et moi sa copine, dit Jonesy en s'allongeant sur l'herbe, un sourire aux lèvres. J'ai entendu dire qu'elle jetait tout le monde. Exact, et tu ne feras pas exception à la règle. Il faudra d'abord que tu la drogues, mais je ne suis pas. Il faudra d'abord que tu la drogues, mais je ne suis pas sûre qu'elle pourra te tailler une pipe si elle est inconsciente. Ils se mirent à rire et Jonesy le traita de tête de nœud. Des fois, ça me choque tellement ce que je lis, genre, je suis tellement l'antithèse de ça. Genre, je sais que c'est écrit par une femme, donc je sais aussi que les mecs pensent comme ça, mais du coup, ouais, je fais pas d'illusions, quoi, mais je trouve ça très cinglant de cette réflexion, en fait. Pour le droit des femmes, on rappelle quand même que
On ne force pas une femme à faire quoi que ce soit, droguée ou pas. Bref. Ils se mirent à rire et John Nessie le traita de tête de nœud. C'était une superbe journée, même s'il s'était fait sévèrement remonter les bretelles parce qu'il n'avait pas rendu son devoir d'histoire. Mais il préférait ne pas y penser pour ne pas gâcher le moment présent. Le soleil brillait et demain il y avait de bonnes chances pour qu'il bécote Julie McKendrick. Et peut-être même plus que ça. Le soleil était juché haut dans le ciel tout comme ses espoirs. Il attendrait demain pour annoncer à John Nessie qu'il ne l'accompagnerait pas. Il lui enverrait un SMS et prétendrait que Julie lui avait appris à la dernière minute qu'il ne pouvait amener personne. Peut-être que le jour est enfin venu où nous aussi on va être cool, dit John Nessie. Il paraissait si content que Toby eut mauvaise conscience de sa future trahison. C'était son meilleur ami après tout. Et puis si ça ratait avec Julie, il serait bien content de le trouver. Pourtant la pensée d'arriver à la fête avec un John Nessie souriant comme un gosse tout excité l'emplissait de honte. Le ballon de foot surgit de nulle part, les arracha à leur rêverie, et pour être plus précis, renversa la canette de John Nessie, éclaboussant de liquide poisseux son visage et son t-shirt. C'est qui le connard qui a fait ça s'écria ce dernier en se levant d'un bond. Il scruta les environs en quête d'un élève de 5e, car qui d'autre qu'un petit bleu aurait pu commettre un acte aussi crétin. Toby se leva à son tour pour ne pas être sali lui aussi par le coca qui se répandait à présent sur l'herbe et plissa les yeux face au soleil tout en considérant le groupe qui s'avançait vers eux. Ils étaient tous immenses. Qu'est-ce que t'as traité de connard ? C'était Billy. Billy de Terminal. Toby sentit son cœur fléchir tandis que John Nessie commençait à se faire tout petit. Désolé Bill, dit-il, je me suis pas rendu compte que... Ne m'appelle pas Bill. Personne m'appelle comme ça. Allez, viens, John Nessie, marmonne Toby en rassemblant leurs affaires. Sa phrase resta en suspens. On se tire, s'apprêtait-il à dire, mais au lieu de quoi, il se figea. Il venait d'apercevoir Julie McHenry dans la bande de Billy. Julie qui l'observait avec intensité. T'as renversé sa canette, mec. Il est trempé. Restons-en là, ok ? Parvint-il à articuler dans un sursaut de courage. Il ignorait d'où les mots avaient surgi. John Nessie le scrutait avec des gros yeux incrédules. Certains élèves de terminale étaient déjà des adultes virtuels, mais pas Billy. Lui, il avait beau être d'une taille impressionnante, il n'avait pas beaucoup grandi dans sa tête. Il avait toujours été teigne, du début de sa scolarité jusqu'à la fin qui approchait. Et il adorait ce genre de conflit. « On t'a sonné, toi ?» Toby considéra Bill, puis Julie McHenry derrière lui. Est-ce que Billy pouvait gravement le blesser, se demanda-t-il. Il préférait de ne pas connaître la réponse, de la même façon qu'il ne pouvait se résoudre à fuir comme un lâche devant Julie. Et puis surtout, il avait chaud et il était contrarié. D'autant qu'à son âge, Billy aurait dû être assez avisé pour ne pas vouloir en découdre avec plus jeune que lui. « Je te dis juste de ne pas te comporter comme un con, » dit Toby en aspirant une grande bouffée d'air. « Prends ton ballon et fiche-nous la paix. » Billy émit alors un petit rire surpris, semblable à un japonais provenant des profondeurs de son torse épais. John Nessie regarda Toby en écarquillant les yeux, comme s'il ne le connaissait pas. « Mais putain, t'es qui, toi » demanda Billy en se rapprochant dangereusement de lui. « Et si on rentrait » proposa alors Julie. « Il fait bien trop chaud ici. » Elle se tortillait d'un pied sur l'autre, gênée. Il était évident qu'elle estimait que Toby n'avait aucune chance face à Billy. Et elle avait raison pour s'intéresser du fond de sa peur. « Écoute, je vois pas pourquoi... » Il s'interrompit, haletant, alors que Billy était prêt à foncer sur lui, et tout d'un coup, comme par miracle, un sifflement retentit. « Hé les garçons, je sais pas ce que vous vous apprêtez à faire, mais je vous conseille de changer d'avis, déclara Monsieur Mason, le professeur de sport, s'avançant à grands pas. Et débarrassez-moi le gazon de votre déjeuner. Bien, Tob, dit immédiatement John Nessie, allons-y. Toby soutint pendant un long moment le regard de Billy et finit par dire va te faire voir, espèce d'avorton. Puis il s'efforça de s'éloigner d'un pas calme, alors que ses jambes tremblaient. Julie lui sourit et lui fit un clin d'œil, quand il passa devant elle. Ses tremblements redoublèrent. Ok, là c'est la fin du chapitre, du coup ça me fait bien rire en fait ces trucs, j'ai l'impression de me retrouver genre au collège, ce que j'ai quitté quand même depuis bientôt une dizaine d'années. Ça me fait bizarre de me retrouver dans cette ambiance et de me souvenir qu'on était comme ça toujours en train de vouloir jouer les gros durs, de commencer à parler d'amour, de sexe, et puis toujours tout tremblotant à se prendre pour des adultes alors qu'on n'en était pas, à chercher la bagarre. Ça me fait bizarre de me replonger dans cet univers-là. Mais c'est vrai que c'est bien décrit en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui se passait à mon époque. Mais par contre, je suis vraiment peinée pour le petit oiseau. Je pensais vraiment qu'il allait s'en remettre. Je pensais pas qu'il allait y passer. Il était vraiment tout mignon en plus. Il s'approchait vraiment de eux. Il voulait qu'il leur caresse la tête et tout ça. Moi, personnellement, j'ai déjà sauvé des petits oiseaux que j'ai vus dehors. Mais les 3 quarts du temps, ils font un arrêt cardiaque très peu de temps après. En fait, quand je les prends, je peux pas toujours les remettre dans une branche parce que des fois, j'ai des chats, ils sont tombés, ils sont abîmés ou les branches sont trop hautes. Mais tant qu'on les garde près de nous, ils vivent, mais avec le cœur qui bat très fort. Et genre, dès que je les laisse tout seuls, je les mets dans une petite boîte pour pas qu'ils soient sur le sol, justement pour pas que les vers commencent à ramper sur eux alors qu'ils sont pas en état de réagir.
mais genre une boîte très ouverte, juste avec un plancher en fait. Dès que je les laisse un peu seuls, je reviens 5 minutes plus tard, ils sont ouais, tout le temps en fait, ils sont morts d'un arrêt cardiaque. J'ai juste réussi une fois à sauver un pigeon qui était tombé du nid, mais c'est parce que c'était un beaucoup plus gros oiseau et en fait on lui a donné à manger, on l'a remis sur une branche et lui il s'en est sorti. Mais sinon tout ce qui est petit, genre plus petit qu'un pigeon, franchement ça fait toujours une crise cardiaque et ça meurt très vite. Mais du coup ça m'a touché l'histoire de Georgie parce que j'ai sauvé un pigeon, c'était pas cet été, c'était le l'été dernier. Bon, après, je sais pas ce qu'il est devenu, il est reparti finalement avec ses parents, tout ça, mais du coup, je retrouve un peu les sensations quand il dit ce petit animal tout chaud, tout ça. Par contre, moi, le pigeon qu'on a sauvé, ben, je pense que oui, on peut dire qu'on l'a sauvé parce que ses parents ont commencé à revenir le nourrir que quand on s'en est occupé. Sinon, il pépillait comme ça et il mourait de faim et c'était hyper touchant. Mais par contre, moi, j'avais genre peur de le toucher limite parce que avec son bec, il me faisait flipper, il tapait en fait avec son bec. Enfin, je suis une grosse flippette, faut avouer. Du coup, heureusement, ma mère m'a aidé à le nourrir et tout ça. Mais du coup, ouais, ça m'a un petit peu atteint cette histoire avec le petit oiseau. J'espérais qu'il s'en remette, quoi. Mais par contre, moi, il était pas blessé, il était juste, genre, tombé du nid. C'est dommage, mais maintenant, du coup, Jack, il est au courant et en plus, il va leur mener sûrement la vie dure, quoi. Enfin, comme d'habitude, les mecs se battent un peu pour une fille, mais franchement, je trouve que dans la situation où ils sont, je sais qu'ils sont très jeunes, donc ça fait partie de leur truc, mais dans la situation où ils sont, je pense qu'ils ont d'autres choses à penser, quoi. En même temps, ça leur évite de penser à la mort, mais ça paraît un peu délusoire. 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 Putain, j'ai pas le mot exact, mais bref, dérisoire, c'est ça. Ça paraît dérisoire de se mettre dans des états comme ça alors qu'ils sont si proches de la mort, quoi. Je dévisse la boule de ma tête de lit et j'en sors prudemment le papier toilette chiffonné afin d'ajouter le comprimé de ce soir à ma collection. Au début, chaque nouveau était une petite victoire, mais maintenant, il y en a tellement que je ne peux m'empêcher de penser que mon temps ici est bientôt terminé. Qui sera le prochain? Oui, parce que pour ceux qui se souviennent plus, pour rester éveillé la nuit, on leur donne des médicaments et lui, il les recrache et il les met dans la... Il a une boule, vous savez, sur son lit, là, qui tourne et il les met tous à l'intérieur. Donc à un moment donné, ça va surtout être, comme il dit, rempli à ras-bord, quoi. Qui sera le prochain? Je roule une feuille en boule dans ma main et la glisse dans la tête de lit. J'ai des tâches plus urgentes à accomplir que penser à ma mort imminente, qui pour être honnête reste encore abstraite pour moi, même dans les moments les plus noirs. Nous avons tous un peu de Henri en nous, moi y compris. Je crois qu'il doit y avoir une erreur. Et ce sera le cas jusqu'au sanatorium. Ou jusqu'à ce que je ressente une curieuse douleur au fond de moi-même et que je me demande si mon heure n'est pas arrivée. En fait, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que je suis choquée en même temps de la manière dont parlent les collégiens et je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire dans leur éducation parce que je trouve pas ça normal qu'ils parlent comme ça des filles et qu'ils parlent de les droguer, de leur faire des pipes. Et je sais que c'est des adolescents et tout ça, mais je trouve qu'il y a un truc à changer dans notre société. Je trouve pas ça normal que au moment de se développer, ouais, on a aussi nos sens, nos organes qui se développent, mais de penser, de voir un peu les filles comme des objets qui sont bonnes qu'à nous faire des pipes, ou qu'on peut droguer, qu'on peut leur faire tout ce qu'on veut, c'est très glauque, je trouve. Mais depuis le début du livre, hein, avec l'autre qui parle que des seins de Julie McHenry, qui parle de s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, et là, c'est un petit peu la goutte d'eau, quoi. Le truc, il faut droguer une fille pour qu'elle lui fasse une pipe, tout ça, je trouve ça très lourd, et en même temps, ce qui me gêne, c'est pas qu'il parle de sexe, c'est vraiment cette façon de voir les femmes tout le temps comme des objets, plutôt que se dire qu'on va l'aimer. Puis je trouve qu'il passe un peu vite quand même de Julie McHenry à Clara, comme s'il lui fallait juste une fille, quoi. Enfin bref, ça me choque un peu quand même. Je suis très féministe aussi, mais cette façon de parler des femmes et de les voir comme des objets, ça me plaît pas du tout. Même si je peux pas changer comment pensent les collégiens, je peux au moins l'exprimer, quoi. Une femme, c'est pas un objet. Ça devrait pas être pour ces raisons-là qu'on a envie d'être attiré par une femme, je trouve. Bref, je caresse son chien en même temps. Alors, j'en étais où? Pour procéder à mes vérifications concernant l'apparition de symptômes. Mais la plupart du temps, je me convainc que ce terrible néant ne me concernera pas. Ni moi ni Clara, notre place n'est pas ici, nous allons nous enfuir. Je la retrouve dans la salle de jeu. Aucun de nous n'a faim ce soir et nous nous agenouillons sur le canapé pour contempler la pluie qui tombe sans interruption derrière les carreaux. Le manoir nous semble encore plus vaste depuis que Georgie l'a déserté. Il était devenu une partie de notre routine et maintenant il s'en est allé. Clara, elle est très tendue, elle est visiblement inquiète. Je ne me suis pas habituée à la voir dans cet état. Eleanor et toi pourriez venir vous asseoir à notre table au réfectoire, dis-je. C'est Will qui l'a suggéré. Je pense que c'est une bonne idée. Mon ton est optimiste et je le suis. Pour une fois, c'est moi qui me tracasse. Will a raison. Pourquoi avoir peur et faire comme si de rien ne s'était passé? Pourquoi perdre notre temps à nous ignorer? Parce que c'est cette attitude que les autres attendent de nous. Et Jack, demande-t-elle en se mordant la lèvre. Il est déjà furieux, un peu plus ou un peu moins qu'à l'importance. Je lui souris et poursuis.
Pourquoi nous préoccuper de ce qu'il pense? Ce n'est pas notre père, ce sont nos vies. Pourquoi devrait-on être malheureux pour lui faire plaisir? C'est sûrement ma faute, maman-t-elle. J'ai dû lui envoyer de mauvais signaux. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans le cœur. Tu ne l'as jamais embrassé ou fait quoi que ce soit de compromettant avec lui? Je repense parfois à ce rendez-vous dans la salle de jeu, même si je sais que c'est stupide. Bien sûr que non. Mais je savais qu'il m'aimait bien, je croyais qu'il avait compris que je te préférais toi. S'il n'a pas capté, c'est pas sa faute, et il s'en remettra. En silence, je souhaite qu'un nouveau van rempli de filles sexy arrive au plus vite pour que Jack puisse effectuer son choix. Ce serait plus facile pour lui de tourner la page si d'autres distractions se présentaient. Pour Tom aussi. Ça me fait bizarre que les autres soient au courant pour nous, pas toi, demande-t-elle avec douceur. Tu crois que ça va changer quelque chose pour nous? Je sens mon cœur fléchir. Pourquoi? De toute façon, ils ne connaissent pas le haut de l'iceberg. Ils ont découvert Georgie, ils savent aussi qu'on se plaît, mais c'est tout. Je scrute l'obscurité qui nous réserve nos plus tendres moments. Tu pourrais être différent maintenant que les autres nous observent. Tu serais peut-être gêné. Je sais comment sont les garçons. Est-ce pour ça qu'elle a l'air si angoissée? Elle s'inquiète au sujet de mon comportement? Je braque les yeux sur elle, abasourdie, jusqu'à ce qu'elle finisse par tourner la tête vers moi, ses cheveux de sirène retombant en cascade sur ses épaules. Je t'aime, Clara. Et ces 3 mots crépitent en moi, de sorte que le fantôme de Julie McHenrick s'en trouve définitivement estompé. Celle-ci n'a jamais été réelle pour moi. Elle incarnait juste une chimère, un béguin puéril. Je poursuis alors. Je n'aimerai jamais quelqu'un aussi fort que toi, je ne pourrai pas. Et ça ne m'est jamais arrivé avant non plus. Tu penses vraiment? Finit-elle par murmurer. J'acquiesce d'un hochement de tête. Bien sûr que mes paroles sont sincères, même si je me sens un peu bête de les formuler à voix haute. Au bout d'un moment, elle me sourit et noue ses bras autour de mon cou. Alors c'est parfait? Qu'est-ce que Jack peut faire contre nous? Salope. C'est ce que Jack a écrit en majuscule au feutre sur le miroir de la salle de bain des filles, mais Clara ne me l'a pas dit. Eleanor, en revanche, le rapporte à Will et Louis, lesquels bien sûr me le répètent. Ils ont passé 1 heure à effacer le graffiti afin que les infirmières ne s'aperçoivent de rien. Pourtant, durant les 3 jours qui se sont écoulés depuis que Jack a découvert Georgie et vu clair dans notre jeu, on aurait pu croire qu'il se fichait pas mal de Clara et moi. Il continue à rouler des mécaniques et il rit fort et plaisante avec ceux de son dortoir. Il ne jette aucun coup d'œil en direction de notre table, au réfectoire, et ne nous prête pas la moindre attention. Et pourtant, toute la demeure semble crépiter sous l'électricité de sa colère. Il se sent stupide, nous le savons tous, et ce sentiment risque de le rendre dangereux. Je me demande s'il n'a pas menti à Daniel et à Albi au sujet de Clara, au cas où il se serait vanté de ses exploits avec elle. Ils savent maintenant que ce n'est pas vrai. Évidemment, ils ne le confronteront jamais avec ses fables, mais elles flotteront désormais entre eux. Ça va plutôt bien pour Clara et moi, car nous pouvons compter l'un sur l'autre et nous passons la plupart de notre journée à imaginer à quoi nous allons occuper nos nuits. Cela dit, l'atmosphère qui règne à présent dans le manoir est délétère. Une ligne de division bien nette a été tracée et pour qui n'est pas dans le camp de Jack, c'est déplaisant. Le dortoir 7 ne laisse plus entrer Tom dans la salle de musique, même s'il a fait le bœuf tous les soirs avec eux jusque-là. Les plus jeunes ne fréquentent presque plus la salle de jeu par peur de froisser involontairement Jack qui s'y trouvait, même s'ils n'ont rien à voir avec cette guerre de dortoir. Louis et Will ont construit leur petit nid dans un dortoir, vide, mais il est saccagé chaque fois qu'ils le quittent. Les seuls qui ne soient pas affectés sont ceux qui appartiennent à l'escouade de Dieu, encore que cela ne compte plus vraiment. Nous-mêmes ne prêtons plus attention à Ashley au moment de nous mettre au lit. Nous le contournons comme s'il n'existait pas, et il a renoncé à essayer de se joindre à nous. Après le déjeuner, Clara veut jouer aux cartes, et la laissant dans son dortoir, je me mets en quête d'en trouver. J'entends de la musique forte et décalée en provenance de la pièce dédiée à cet art. Parfait. Je peux pénétrer en toute sécurité dans la salle de jeu puisque Jack est derrière l'un des instruments. Depuis 3 jours, lui et moi, nous sommes comme des pôles magnétiques opposés. Nous prenons une direction différente pour nous éviter. Finalement, je préfère qu'il me mette un coup de poing et ce serait fini. Mais il ne peut pas car son geste attirerait l'attention de Matron et dans la guerre silencieuse que nous menons, les règles non énoncées à haute voix seraient alors transgressées. Visiblement, tout le monde est fasciné par la bande de musiciens. De petits groupes se sont en effet formés autour de la salle de musique. Certains discutent, d'autres lisent ou encore jouent aux échecs. Will et Louis sont assis dans un coin et regardent fixement l'air affligé, une boîte en carton. Je les observe. Qu'est-ce qui se passe? Rien, dit Louis. Et il se dépêche de refermer le couvercle tandis que Will se plante devant la boîte pour en boucher la vue. Mais ils sont trop lents et j'aperçois le rebord d'un échiquier cassé. Montre-moi ce que c'est. Ça n'a pas d'importance, Toby, vraiment. Le visage torturé de Will souligne son mensonge. Je m'empare de la boîte et regarde ce qu'elle contient. L'échiquier est bel et bien détruit ainsi que les pièces. La collection de marrons a été saccagée et des pages du livre de Will arrachées. Je n'avais pas envie de le finir de toute façon, s'empresse-t-il de dire. Eleanor peut me raconter la fin de l'histoire, et puis on fabriquera un nouvel échiquier dans la salle d'art plastique, n'est-ce pas, Louis? Il y a du carton dans la boîte.
Oui, et les marrons, j'en avais marre de toute façon, ajoute ce dernier. Je cherche une position confortable. Je n'arrive pas à détourner les yeux de la boîte. Je sens la boule frémir au fond de mon estomac. Ma respiration s'accélère. Toby, ne fais pas de conneries, me prévient Will, nerveux. Ça n'en vaut pas la peine. Ils sont dans la salle de musique, c'est ça? J'ai le visage en feu. Je regarde toujours la boîte. Un jeu d'échecs, un livre, des marrons. Autant de trésors importants aux yeux de Will et de Louis. Ils avaient réussi à cacher leurs biens pendant longtemps, espérant que Jack et ses sbires ne la trouveraient pas. Qu'est-ce qui leur a donné le droit de détruire ces trucs-là? Qu'est-ce que Will et Louis ont fait que si terrible pour qu'ils viennent à détruire leur pathétique possession, destinée à rendre leur misérable vie plus supportable? Pourquoi se prend ce putain de dortoir 7? Qu'est-ce que tu vas faire, Toby me demande Louis. Ça me vient en un éclair, c'est stupide, puéril, mais brillant. Venez, dis-je. Il jette un coup d'œil, puis hausse les épaules et se met debout. Louis sourit. On va leur rendre l'appareil? Je ne crois pas qu'on devrait, commence Will en se mordant les ongles. Ah ouais? Tu veux qu'ils continuent à saccager nos affaires? De toute façon, je n'ai plus rien, admet-il d'une voix plaintive. Ils m'ont tout cassé. La réalité des méfaits commis par le dortoir 7 s'impose inexorablement à moi. Allons-y, dis-je avec détermination. Je les conduis à notre dortoir afin qu'ils prennent leurs mugs, et nous allons ensuite les remplir à ras-bord dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on va faire, murmure Will. Pourquoi parle-t-il à voix basse? Personne ne peut nous entendre. Vous allez voir. Tenant prudemment nos tasses remplies d'eau, nous dirigeons vers le dortoir 7. D'ici, on n'entend pas la musique, et la maison semble plongée dans le silence. Mon cœur bat à tout rompre tandis que je mène la marche. J'aurais dû prendre cette initiative il y a très longtemps. Vite, dis-je, et j'ouvre la porte. Les 4 lits sont bien faits et le dortoir est parfaitement rangé comme Matron l'apprécie. Nous menons une double vie. Dans l'une de nos existences, nous nous efforçons de demeurer invisibles aux yeux de cette dernière, et dans l'autre, chacun tente de s'affirmer. Depuis l'incident provoqué par Henry, même Jack a arrêté de jouer au malin devant Matron. Je repousse les couvertures de Jack et son drap de dessus, et je verse tranquillement l'eau de mon mug au beau milieu du matelas. Un cri échappe alors à Will. Merde alors, commente Louis le souffle court. Faites les autres lits, dis-je. Vite, puis remettez le tout bien en ordre. Je suis déjà en train de tirer le drap de dessous de Jack, de glisser le côté sous le matelas ainsi qu'on nous l'a appris tout en poursuivant. Ils ne se rendront même pas compte avant d'aller au lit. Et alors, qu'est-ce qu'ils pourront faire après? Se plaindre? Non, je suis certain que non. Ils devront supporter l'humidité jusqu'à la prochaine lessive. Néanmoins, il faudra que Clara et moi soyons prudents cette nuit. Je ne sais pas si les comprimés sont d'une efficacité à toute épreuve. Il se peut que le dortoir 7 soit agité. Oh, ils vont nous haïr, déclare Louis en éclatant de rire. Une fois redescendus, nous nous sentons bien mieux. Nous n'arrêtons pas de ricaner et de commenter nos exploits en chuchotant. Quand nous passons devant la salle de musique, le sourire de Will s'agrandit tellement que j'ai l'impression que son visage va se fendre en deux. Le dortoir 4 a repris la main, commande-t-il. Décidément, on se croirait revenu à l'école. Essayez de vous comporter normalement, dis-je. Il ne faut pas qu'ils soupçonnent quoi que ce soit avant d'aller au lit. Ils vont être dégoûtés, rétorque Louis qui ne peut plus tenir en place. Je ne crois pas qu'il ait déjà joué un tour aussi pendable à qui que ce soit. Lui, l'écolier si sérieux et studieux. Il ne devait pas y avoir beaucoup de garçons comme Jack dans l'avant de Louis. Ça, c'est sûr, mais on s'en occupera plus tard. Je suis pas inquiet, dit Will en gonflant le torse. Ça en vaut la peine. Je lui souris, remonté par leur enthousiasme. Ouais, t'as raison. Jack le méritait. Il n'aurait pas dû détruire les affaires de Louis et de Louis. Louis et Will se rendent dans la salle d'art plastique où Ashley et Harriet sont en train de confectionner une affiche que seuls les nouveaux convertis liront avec enthousiasme. Ils se mettent en quête de matériaux pour fabriquer un nouvel échiquier. Je rejoins de mon côté la salle de jeu pour dénicher un jeu de cartes. Lorsque je remonte, je trouve Clara endormie sur son lit. Je la contemple pendant quelques minutes. Surpris du contentement que me procure le spectacle, puis je regagne mon dortoir. Moi aussi, une sieste me ferait profitable. Mon lit est sec et chaud, j'ai hâte de raconter nos exploits à Clara. Les garçons du dortoir 7 dorment toute la nuit, mais lorsque Clara et moi, pleurant littéralement de rire, regardons par le trou de la serrure, nous remarquons qu'ils sont recroquevillés sur leur couverture, les bras autour des genoux pour essayer de retenir la chaleur qui se dégage de leur corps. Le gros dernier de Daniel dépasse la moitié de son pantalon de pyjama. J'aimerais trouver une fleur et la planter entre ses fesses, murmure Clara. Pour un peu, j'aurais presque pitié d'eux. Et puis je me rappelle les pièces cassées de l'échiquier, la tristesse de Will et l'insulte que Jack a écrite sur le miroir à l'intention de Clara. Duo est sans doute puni bien injustement, mais si on avait laissé son lit intact, Jack l'aurait déclaré sien. De toute façon, ça ne va pas le tuer. Il peut toujours prier son Dieu pour qu'il le réchauffe. Nous le laissons à leur dortoir glacé et sans couverture, et nous nous tournons vers la nuit qui nous tend les bras. Au petit déjeuner, il pénétra dans le réfectoire en lançant des regards noirs dans notre direction. Nous faisons mine de rien remarquer, mais Will et Louis ne peuvent s'empêcher de glousser. Qu'est-ce qui se passe demande Tom en fronçant les sourcils.
Jack a démoli nos affaires et nous, on s'est vengé, répond Will avant que j'aie le temps d'intervenir. Il se regorge, et avec lui, il me regarde avec respect et admiration, comme si j'étais un héros qui a cloué le bec au fameux Jack du dortoir 7. En fait, c'est rien, intervient Clara, rien de dommageable. Et pourquoi personne m'en a parlé questionne Tom d'un air mécontent. On l'a fait sans réfléchir, dis-je en me levant pour aller au buffet chercher des toasts. Jack le voit et m'imite. Je sens que tout le monde nous regarde, j'ai le nerf en pelote mais je suis prêt à l'affronter. De toute façon, il va y avoir une explication, inutile de la reporter à plus longtemps. Je suis encore tout exaltée par nos exploits de la veille, mais je n'ai pas pour autant l'impression d'être invincible comme Will et Louis. Je sens que les représailles vont suivre et si quelqu'un doit les subir, ce sera moi. Tu dois te dire que c'est trop drôle, ma scène de Jack, mâchoire serrée en me frôlant presque. Je prends 2 toasts. Ils sont froids et un peu mous, mais je m'en fiche. Ouais. Et je lui adresse un sourire suffisant en m'assurant que tout le monde me voit, afin de montrer que Jack ne m'impressionne pas. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça, les autres n'ont pas besoin de le savoir. De toute façon, il y a des infirmières, il ne peut pas me toucher pour l'instant. Clara et moi, on n'a rien fait de mal. Et quoi qu'il en soit, Will et Louis n'avaient pas à être mêlés à cette affaire. Il faut en remettre, mon vieux. Petite partie de moi espère qu'il va avoir un sursaut de raison. Je te conseille de fermer ta gueule, réplique-t-il entre ses dents. Rendez-vous dans la salle de jeu après le déjeuner. Pas de marque sur le visage. Donc, on va se battre. Faut que je vérifie mon agenda au cas où j'aurai un rendez-vous. Tu sais, maintenant que j'ai une copine, enfin, tu vois. Je lui adresse un clin d'œil et je vois ses doigts se crisper sur son assiette. Je ne devrais pas le provoquer davantage, même dans un combat équitable. Je n'ai aucune chance de l'emporter contre lui, d'autant que j'ai la sensation qu'il ne veut pas la jouer à la loyale. C'est pas pour elle, déclare-t-il. Et je le crois, ce n'est plus Clara le sujet, c'est tout ce que nous avons refoulé depuis notre arrivée. La colère, la frustration, la peur. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression qu'une bagarre va me libérer, même si j'ai bien conscience que je vais perdre. J'irai, dis-je, alors d'un ton décontracté tout en regagnant ma table. Je voudrais manquer ça pour rien au monde. Même l'escouade de Dieu a observé notre échange et Ashley me suit du regard jusqu'à ce que je me rassoie. La matinée s'écoule lentement, j'oscille entre un excès de confiance et de la perplexité pour la galère dans laquelle je viens de me mettre. J'ai l'impression de me retrouver sur l'herbe avec Billy de la classe de terminale, mais cette fois aucun van ne viendra me chercher pour me tirer de ce mauvais pas. Je passe la plus grande partie du cours à regarder par la fenêtre, mais les profs n'y prêtent pas attention. Ah, ça, on n'était pas au courant, on l'a pas vu tout à l'heure dans le passage en Italie qui repartait en arrière, mais apparemment, peut-être qu'on va le voir dans un prochain passage en italique, mais d'après ce qu'il dit, il s'est vraiment battu en fait avec Billy, il a fini par se battre le jour même où on est venu le chercher en van, quoi. C'est à se demander si quand ils libèrent leur colère et qu'ils sont trop violents, on les prendrait pas pour les mettre dans ce dortoir-là. Enfin, Will et Louis, ils ont pas l'air d'être violents, quoi. Alors, la matinée, c'est... Non, je passe la plus grande partie du cours à regarder par la fenêtre, mais les profs n'y prêtent pas attention. Pour une raison que j'ignore, ils sont tous de bonne humeur, c'est-à-dire qu'ils arrivent à sourire et qu'ils ont l'air aussi distraits que moi. Tom m'envoie un mot pour m'indiquer que je peux compter sur son soutien. Cela me fait du bien car j'imagine qu'il m'a un peu pardonné pour Clara. Soudain, je me demande si Jack ne va pas finalement me poignarder. Allons, je ne dois pas dramatiser. Il va juste me bourrer de coups et laissera sans doute Albie et le gros Daniel participer pour se venger. Quel que soit le scénario que j'échafaude, je n'en sors pas vainqueur. Au mieux, j'aurai quelques côtes cassées, au pire, je risque de me retrouver avec le foie transpercé par du verre ou je ne sais quoi, à me vider de mon sang sur le sol de la salle de jeu. Ma plus grande crainte, c'est de me mettre à pleurer. Je n'ai aucune idée de la douleur que l'on ressent quand on est frappé. La dernière fois que je me suis bagarrée, j'avais 12 ans. Et il s'agissait alors de le pousser, de s'agiter dans tous les sens et de se donner une claque ou deux. Jack, lui, a fréquenté une maison de redressement et doit être un fichu expert en matière de souffrance. Je repense au l'échiquier, au livre au marron, et je me demande comment ces putains de choses insignifiantes m'ont valu autant d'ennuis. Et puis, je m'inquiète sur un autre point précis, le fait d'être frappé à répétition dans le ventre, car je me doute bien que je ne vais pas rester debout bien longtemps. Ne va-t-il pas stimuler ma déficience ? La boule d'oie dans mon estomac se contracte violemment. Du cran. Je ne peux plus faire marche arrière sous peine de ne plus être en mesure de regarder Clara, Will ou Louis en face, ou même ce fichu Ashley d'ailleurs. J'ai les mains moites jusqu'à l'heure du déjeuner. J'essaie de rester calme et décontractée, mais au fur et à mesure que la matinée s'écoule, je sens ma nervosité augmenter et je ne suis pas bien du tout. J'ai toujours été le joyau luron de la fête, mais pas celui qui tombe les filles et provoque les bagarres. Et même quand j'ai cru que ma chance avait tourné et que j'allais pouvoir draguer Julie McHenrick à la fête, j'ai échoué à la place dans cette prison pour déficients. Je tente de me raisonner et de me convaincre que je pourrais tout de même assonner un coup ou deux à Jack, mais il ne faut surtout pas que je pleure. Je parviens à donner le change,
Pendant le déjeuner, même si je repousse ma nourriture vers le rebord de mon assiette au lieu de la manger. Vomir ferait presque aussi mauvais effet que pleurer. Encore que si je dégobillais au visage de Jack, ça mettrait rapidement un terme à la bagarre. Tu n'es pas obligé de te battre, tu sais, me murmure Clara. C'est stupide de se taper dessus. Je vois bien qu'elle est inquiète. Elle n'arrête pas de jeter des coups d'œil vers la table du dortoir 7, où Jack mange normalement et où Daniel n'arrête pas de se retourner sur sa chaise et de ricaner en me regardant. Ses yeux brillent de plaisir et j'ai envie de me lever pour lui assonner un bon coup de poing. Daniel n'est pas Jack et ne le sera jamais. Parfois il vaut mieux laisser tomber, qu'est-ce qu'on en a à faire de Jack, argue-t-elle. J'ai envie de lui dire que ce n'est même pas de Jack qu'il s'agit. J'ai eu comme un déclic, je comprends désormais ce que c'est qu'être dans sa peau, entouré d'une cour qui attend toujours des exploits de vous. Non, il ne s'agit pas de Jack, mais de Tom, de Louis et Will. Je ne peux pas les décevoir. Que se passerait-il si ces deux derniers perdaient foi en moi? Il se peut que Clara se moque effectivement que je me dégonfle, cependant je n'en serai jamais certain. Nous ne l'avons pas encore fait, mais si nous parvenons à cette ultime intimité, je serai déjà assez terrifiée par l'idée de ne pas être à la hauteur pour ne pas, en plus, me demander si elle ne me prend pas pour un lâche. Et pourquoi aurait-elle envie de s'enfuir avec un garçon qui n'est pas capable de se défendre, ou de la protéger? Oui, la perspective de me bagarrer avec Jack me rend malade, mais je suis encore plus à la pensée de ne pas l'affronter. Pourtant, au moment où je sors du réfectoire, tout va de travers. Toby, Louis, Matrone nous attend dans le vestibule. Clara et Eleanor sont déjà partis, et Will et Tom n'ont pas terminé de manger. Nous nous figeons sous le choc. Elle a le visage terne et lisse, et ses yeux nous scrutent, dénués de la moindre expression. Il doit falloir sacrément s'entraîner pour avoir l'air si peu réel. Louis et moi nous regardons, et je sens ma propre peur se refléter sur son visage pâle. En un instant, Jack n'existe plus. Dans mon bureau, s'il vous plaît, ordonne-t-elle. Elle ouvre la porte et nous entrons. Mon pouls bat à tout rompre. Et je n'ai jamais été aussi terrifiée que lorsque j'ai entendu prononcer mon nom tout haut. Louis se tient tout près de moi comme collé à moi. De ses doigts, il effleure les miens, et l'espace d'un moment affreux, je crains qu'il ne prenne ma main dans la sienne. Allons, finalement, ce ne serait peut-être pas aussi terrible. Bon, que veut Matrone? C'est elle que je ne dors pas la nuit? Mais dans ces conditions, pourquoi aurait-elle convoqué Louis et non Clara? La porte se referme et je déglutis avec la plus grande difficulté. La lumière me semble très forte et mes oreilles bourdonnent. L'infirmière, celle qui nous a parlé, nous attend dans le bureau, une seringue à la main. Je pense tout de suite au sanatorium. Est-ce là qu'elles vont nous emmener? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, nous dit immédiatement cette dernière. C'est moi qui vais leur parler, déclare Matrone d'une voix calme et vide. L'infirmière baisse les yeux. Nous devons refaire vos prélèvements, poursuit Matrone. Relevez vos manches, s'il vous plaît. Je me mets en mode automatique et j'obéis, les doigts malhabiles. Mon cœur cogne comme un fou dans ma poitrine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est ce que l'infirmière a dit. Peut-être n'ont-ils pas bien interprété les données? Je cherche dans mes souvenirs, mais je ne me souviens de personne à l'école qui ait dû refaire un test sanguin. Peut-être le matériel d'ici n'est-il pas très sophistiqué. À côté de moi, Louis renifle et je le vois trembler. C'est bon, lui dis-je à voix basse. C'est déjà arrivé une fois à des enfants de mon école. Je lui souris et m'efforce de me détendre en poursuivant. Heureusement que ce n'est pas arrivé à Will. Nous, au moins, on n'a pas peur des aiguilles. Il me regarde comme si je détenais toutes les réponses. Il veut croire en mes mensonges, et moi aussi. Tu préfères passer en premier? Il hoche la tête, et quelques secondes plus tard, l'infirmière tapote l'intérieur de son bras pâle pour trouver une veine. Matrone s'est assise derrière son large bureau en bois et s'est plongée dans ses papiers, comme si nous n'existions pas. C'est une pièce très curieuse. Elle est démodée comme le reste de la maison, mais bien plus meublée que tout ce que nous sommes habitués à voir à présent. Derrière nous, il y a un sofa et une petite table où sont disposées une théière, des mugs et un bol de sucre. Deux peintures de paysages sont accrochées au mur au-dessus d'une vieille photocopieuse et je ne vois aucun ordinateur ni téléphone. Le bureau recouvert de piles de documents domine la pièce. En face se trouve un tableau d'affichage avec plusieurs plannings. Mais d'où je suis, je ne peux pas lire à quoi ils correspondent. À côté, il y a un petit casier où sont suspendues de nombreuses clés. J'entends soudain ma propre respiration et le crissement du stylo de Matrone sur le papier. Je me rends alors compte que cette pièce représente le centre de la maison. Tout ce qui est important est conservé ici. Ton bras, dit gentiment l'infirmière. Ma peur me ramène au prélèvement sanguin, mais une partie de mon esprit est obsédée par les projets que Clara et moi fomentons. Je parie que la date de la prochaine livraison se trouve sur le mur. Je tressaille lorsque l'aiguille pénètre ma veine, puis je regarde mon sang s'écouler, un nouveau prélèvement. La boule dans mon estomac s'embrase et j'ai la tête qui tourne. Ma peau est toute moite. En dépit de ce que j'ai affirmé à Louis, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce test signifie que notre temps sur cette terre est bientôt écoulé. Si Clara et moi voulons nous enfuir, il va falloir agir sans tarder. Après le prélèvement, nous attendons dans le vestibule et nous voyons l'infirmière se diriger vers l'ascenseur avec nos échantillons. J'imagine qu'elle va les porter au dernier étage, c'est-à-dire au sanatorium. Non, pas ça. Mon esprit refuse de pénétrer ce territoire-là. Je préfère penser au bateau, réfléchir à la façon dont je pourrais m'introduire dans le bureau de Matrone et trouver la date de la prochaine livraison,
afin que Clara et moi fichions le camp de cette île merdique. Je crois pas qu'il faille le dire aux autres, dis-je calmement à Louis. C'est juste un nouveau prélèvement, ça veut rien dire, mais tu sais comment sont les gens, s'ils l'apprennent, ils vont forcément cogiter. Alors comme personne n'a entendu Matrone nous appeler, c'est inutile de leur raconter. Louis acquiesce d'un hochement de tête, le regard de nouveau légèrement assombri par la peur. Il comprend tout à fait ce que je veux dire. Il sait de quelle façon nous regardons les enfants malades. Il n'a pas envie qu'on le considère ainsi et moi non plus. Mon cœur bat très fort comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur de moi-même. Je respire profondément. Je veux qu'il ralentisse. Je ne suis pas encore prêt. D'ailleurs, peut-on jamais l'être? Je suis soudain très effrayée et simultanément très en colère. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela ne l'est. Jack m'attend dans la salle de jeu. Je traverse le couloir et vois un petit groupe d'enfants, agités, rassemblés devant la porte. Il ne veut pas nous laisser entrer, Toby, dit Will, tout excité. Il est à l'intérieur avec Albie. Je suis surpris que Jack ne désire pas un public, mais peut-être craint-il les commentaires entre deux coups de poing. Il a assez perdu la face avec Clara, même si m'obliger à l'affronter ne va pas donner aux autres l'impression qu'il s'en fiche éperdument. Tom, viens avec moi, dis-je. Ce dernier obtempère sans argumenter. Will et Louis ne sont pas des soutiens viables. Daniel est appuyé contre le mur, pas loin de la porte, sourcils foncés, et de toute évidence contraire d'être écarté du champ d'action. Je suis désolée pour lui, mais il faut qu'il comprenne qu'il ne sera jamais populaire. Et peut-être qu'alors il arrêtera d'être si pénible. Ça va me demande Clara en me prenant la main. Oui, très bien, dis-je. En réalité, je boue à l'intérieur, même si toutes les peurs liées aux violences que Jack peut m'infliger se sont évaporées dans le bureau de Matrone. Surveille bien Daniel, je veux pas qu'il provoque Will ou Louis. Elle acquiesce d'un hochement de tête, puis elle me sourit et s'avançant vers moi m'embrasse. Elle glisse sa langue dans ma bouche sous le regard de tous. Will glousse, Louis essaie de siffler tandis qu'Eleanor rougit. Espèce de salope, glapit Daniel. Gros porc, rétorque Will. Je me mets à rire. Tout est soudain si inattendu. Will n'est plus un petit garçon effrayé. Daniel le foudroie du regard, se demandant visiblement si ça vaut la peine de le frapper, étant donné qu'il est présentement minoritaire. De toute façon, en dépit de ses remarques désobligeantes et sarcastiques, je suis persuadée qu'il était bien plus harcelé avant que la plupart d'entre nous. Il avait sans doute davantage l'habitude de s'enfuir que d'affronter son adversaire. Je suis prêt. Je veux en finir. Je pousse la porte et entre. Les chaises et les tables ont été rangées sur les côtés pour dégager un espace au centre de la pièce. Albie est juchée sur une pile de chaises dans un coin, affairée à fermer les rideaux. La précaution me semble un peu superflue. Je n'ai jamais vu les infirmières ou les profs sortir dans le jardin, et c'est encore plus probable par un temps de chien comme aujourd'hui. Du coin de l'œil, je vois Tom chercher un bon poste d'observation. Mais je regarde surtout Jack, qui me semble occuper une bonne partie de la salle. Il a les mâchoires serrées et tout son corps est tendu. Il est prêt à passer à l'action. Tu te rappelles? Pas de marque sur le vis. Je ne laisse pas le temps d'achever sa phrase. La rage et la terreur qui grondent dans mon estomac s'élancent dans mes poings et je me jette sur lui en hurlant pour lui assonner un coup en plein visage. Rien à foutre de la règle qui consentirait à ne pas laisser de marque sur la figure. Rien à foutre de toutes les règles. Il chancelle et plaque la main sur sa bouche en sang, tandis qu'il ouvre de grands yeux surpris. J'ai le poing meurtri. Qu'est-ce qui te prend, putain, j'avais dit. Mais de nouveau, je me précipite sur lui et le bourre de coups. Il s'écroule à terre et je le recouvre de tout mon poids. Et nous roulons tous les deux sur le sol. J'ai l'impression que toute la pièce tangue. Jack est plus fort et plus grand que moi, mais il n'est pas aussi en colère, du moins pas pour l'instant. Je maintiens la tête en arrière en lui relevant le menton avec le poing et en cognant comme un animal. J'aperçois Tom et Albie l'un à côté de l'autre à présent. Ils nous regardent d'un air choqué. J'ai soudain très mal au cuir chevelu car Jack vient de m'empoigner par les cheveux. Je lâche immédiatement son visage pour lui rendre l'appareil. Cette bagarre est minable. Nous sommes bien trop remplis d'émotions refoulées pour réfléchir. Mais de quoi t'as si peur, putain, dis-je entre mes dents, tandis que nous continuons à nous battre et à nous donner des coups de poing et de pieds ratés. J'ai les mâchoires si serrées que mes dents pourraient se briser. Je lui décoche un coup peu convaincant dans le ventre, tandis que m'envoie son pied tout près de l'entrejambe. T'es complètement dingue ou quoi? Réplique-t-il en se tortillant pour se dégager de mon étreinte. Sa coupure à lèvres n'a pas l'air si grave que ça, mais celle-ci commence déjà à gonfler et l'effort le fait saigner. Le sang coule sur mon t-shirt et sur moi, cependant il m'insulte. Et je lui hurle au visage. C'est quoi ton problème, bordel? Nous battons depuis quelques minutes à peine, et pourtant il respire brillamment, et moi aussi. Mes vêtements me collent à la peau à cause de la sueur. Ce n'est pas comme au cinéma, nous sommes déjà épuisés. Nous nous regardons fixement, tandis que nous tentons de reprendre notre souffle. Mes bras tremblent et me font mal. Je sens que je suis en train de me calmer. Ma colère est comme consumée à présent. Pourtant, dès que Jack se sera remis du choc, il m'assonnera un coup qui m'enverra au sol. Maintenant que j'ai enfreint les règles, rien ne le retiendrait plus. Mais je suis fatiguée et je n'ai plus envie de me battre. Je me remets péniblement debout et Jack m'imite. Je suis désolée pour Clara et Georgie, dit-il. Je suis désolée que t'aies cru qu'on voulait te faire passer pour un con. Ce n'était pas le but. Tu sais pas ce que je pense, dit-il pour faire le malin. Je hausse les épaules. Peu importe. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à Will et Louis. C'était vraiment dégueulasse. T'avais mérité notre vengeance, d'autant que des draps ça sèche. Leurs affaires en revanche sont détruites. Tu vois, t'as gagné.
Je fais une pause pour reprendre ma respiration et m'adosse contre une table avant de reprendre. Et si on me faisait la paix avant que la situation nous échappe? Mes poumons me font mal quand je m'exprime et tous les muscles de mon corps crient de douleur. Cette foutue bagarre était impitoyable. Jack me considère tandis qu'Albi et Tom nous regardent tour à tour. Il a peut-être raison, mec, intervient calmement Albi. Ça pourrait déraper si vous continuez. Il n'a pas besoin de développer. La menace invisible de Matrone plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Évite de croiser mon chemin, finit par maugréer Jack. Je hoche la tête et mes épaules s'affaissent à mesure que la tension régresse. Je pivote sur mes talons et me dirige vers la sortie. Hé, Toby? Je me retourne et Jack m'applique son poing en plein visage. Pendant une bonne minute, je ne ressens rien du tout, juste un frissonnement intense qui parcourt ma colonne vertébrale et va mourir au bout de mes orteils. Puis ma vision se brouille et j'ai l'impression qu'un ciel de nuit se met à tourner au-dessus de ma tête, constellé d'étoiles colorées. Je vacille et trébuche contre la table où se trouve le tourne-disque. J'y prends appui et j'attends que le monde redevienne droit. Putain, dis-je, la bouche pâteuse, le visage engourdi. Maintenant, on peut faire la paix, décrète Jack. Il fait un signe du menton à Albi et tous deux se dirigent vers la porte. J'ai toujours la tête qui tourne, mais je m'efforce moi aussi de regagner la sortie. Si Tom et moi restons à l'intérieur, cela donnera l'impression que je suis le perdant. Je sors donc aux côtés de Jack. Ok, on va s'arrêter là. On a dépassé la moitié maintenant du livre. Ça m'intrigue de plus en plus cette histoire, j'ai vraiment hâte de la finir. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce que ça dérape entre les dortoirs. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils sortent en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une bagarre à l'intérieur des dortoirs entre les garçons. Après, c'est des jeunes, je comprends leur frustration, tout ça. En tant que fille, je me serais pas battue, surtout pas avec une telle violence. Ce serait surtout parti dans les cris, on se serait tiré les cheveux aussi, mais alors on se serait pas arraché les cuirs chevelus. Bon, je sais qu'il y a des filles qui tapent fort, mais alors moi, quand je me suis battue, c'est plus dans les cris qu'autre chose quand même. D'ailleurs, je me suis pas si battue que ça, j'ai dû me battre surtout avec ma soeur contre des gamines. Enfin, je m'attendais pas spécialement à ça, mais de toute façon, c'est vrai qu'en y repensant, ça devait un peu arriver. Autant de Georgie, ils pouvaient pas le garder à vie, surtout s'ils vont commencer à s'enfuir, il fallait soit malheureusement qu'il meure, ou peut-être moi j'avais bon espoir qu'il le libère et qu'il s'en aille, je pensais pas du tout qu'il allait mourir. Mais pareil, il fallait à un moment donné que Toby et puis Clara, leur relation, elle soit mise au grand jour. Donc maintenant, comme ça, ils sont au courant, même si ça fait pas mal de remous. Mais je pensais que, je sais pas, il y a peu de filles quand j'y pense dans ce dortoir. Il y a que 3 filles, du coup, Clara, Eleanor et puis Harriet. Mais je pensais qu'Eleanor était aussi jolie et que bon, bah, il y a pas que Clara non plus, quoi. Je pensais qu'ils s'intéresseraient aussi aux d'autres filles, mais ils sont tous sur la même. Au moins, ça a éclaté, c'est vrai qu'il fallait bien à un moment donné qu'ils soient au courant. Par contre, je me demande ce que ça va donner quand ils vont être au courant que les deux ne dorment pas la nuit et qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Et surtout qu'ils ont appris certains secrets. Alors que pendant ce temps-là, les autres dorment. Peut-être qu'ils vont prendre mal ça aussi parce que c'est un peu comme s'ils ils leur cachent un peu la vérité, ils leur mentent, mais c'est... Enfin, en même temps, c'est pas vraiment comme s'il leur mentait, mais comment dire? Ça pourrait être aussi mal pris, surtout par Will et Louis, avec qui ils partagent pas mal de choses. Tom aussi, qui sont dans le même dortoir, si depuis le début ils savaient qu'il se passait quelque chose au sanatorium et tout ça, et qu'ils les avertissaient pas pour qu'ils puissent eux aussi ne pas prendre leurs médicaments. En même temps, si d'un seul coup ils se levaient à 5, ce serait remarqué de loin, mais c'est vrai que je pourrais, si j'étais dans leur dortoir, leur en vouloir de nous cacher un peu ce qui se passe dans ce manoir alors qu'ils sont un peu plus au courant et de partager un peu plus d'informations. Sinon, il y a une chose qui quand même s'est passée pour la suite. Alors déjà, je ne comprends pas beaucoup, mais les garçons non plus, pourquoi est-ce qu'ils ont dû faire des prélèvements de nouveau. C'est à se demander pourquoi en plus Louis et Will. Mais il y a un élément très important qui a fait jour il y a pas longtemps, dans le bureau de Matrone. C'est ce calendrier du coup sur quoi a été mis la prochaine livraison. Et je pense que du coup, avant de s'enfuir, comme j'avais l'impression qu'il allait se passer dans ce chapitre, je pense que du coup, ils vont sûrement essayer de s'infiltrer dans le bureau de Matrone, la nuit sûrement, pour aller prendre le plus d'informations possible sur au moins la livraison. Et je pense qu'ils peuvent trouver d'autres choses. Je me dis, dans le bureau de Matrone, il doit y avoir les dossiers des élèves, etc. On n'est pas à l'abri de très belles découvertes dans ce bureau de Matrone si jamais ils y vont la nuit. Enfin, je pense qu'ils vont y aller. On dit jamais des trucs en l'air comme ça dans un livre, mais là, il a vraiment parlé d'un calendrier sur quoi c'est affiché. Donc, je pense qu'ils vont y aller, mais du coup, le prochain chapitre ne sera pas encore peut-être sur le fait qu'ils s'en vont. Ou pas. Je peux être surprise parce que je m'attendais pas du tout à cette bagarre. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée ou comme d'habitude une bonne matinée ou autre. Salut!